Nous avons la chance d'accueillir Étienne Voiraud, qui est paysagiste, formé en France et en Suisse, qui travaille en ce moment, vous me dites Étienne, si je dis des sottises, vous êtes sur Mantes, vous travaillez dans votre région natale qui est la Franche-Comté, vous avez rejoint une agence qui s'appelle Territoire, Mulhouse, Bordeaux aussi, voilà. Et vous êtes donc ce paysagiste qui commence à se faire bien connaître. Alors peut-être un petit mot pour nous dire à quel moment est-ce que la ville, l'espace public, a eu besoin justement de paysagistes. Et vous, à quel moment est-ce que vous êtes tombé dans le paysage ? C'est presque une question pour toi, ça, sur Non, elle a assez parlé, l'histoire de la Elisabeth. profession. Mais je crois que c'est une profession qui est effectivement pas très, très ancienne. Il me semble que la création des écoles... Chez nous, c'est Versailles qui doit être créé à la fin des années 60. Il y a peut-être des gens qui savent plus précisément, mais l'enseignement de Corajou est quelque chose qui se met en place, je crois, à la fin des années 60. Donc c'est effectivement un métier relativement récent. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que la question du paysage n'est pas une question qui est abordée dans la question de la ville beaucoup, beaucoup plus tôt. Parce qu'effectivement, le travail d'un Lenôtre, le travail d'un Alphand, etc., c'est toujours ce travail du hors bâti, donc finalement le rapport entre l'habitant et l'espace ouvert de la ville, donc le sens qu'on peut donner dans cet espace ouvert. Ouais. D'accord. Et est-ce que votre profession s'est aujourd'hui imposée auprès des architectes ? Oui, je pense que moi, ça fait pas très très longtemps, ça fait une dizaine d'années que je travaille, mais il me semble que de manière un peu spontanée maintenant, les annonces, en tout cas pour ce qui est du public, parce que nous on travaille essentiellement, on fait que du marché public, le public réclame la présence pratiquement tout le temps d'un paysagiste dans l'équipe, parfois même un peu pour des questions qui en valent pas énormément la peine, mais enfin, on sent qu'il y a une sorte d'automatique. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, l'écologue est de plus en plus présent c'est ce que je disais, à côté des suivi équipes. Du paysagiste et maintenant de l'écologue. Ouais, de plus en plus. Bon, vous voulez nous parler du jardin ? Oui. Alors, après Sur quel périmètre parisien est-ce que vous vous êtes installé, les caractéristiques du site ? Oui, voilà. Donc, moi, je vous présente ce soir un projet d'aménagement sur lequel l'agence a travaillé. Alors, d'abord parce qu'on n'est pas tout seul. Moi, je suis là ce soir, mais on est localisé à Besançon et donc Franck Maté, Philippe Conversé sont à Besançon ce soir. Mais le projet que je présente, je pense que ça va bien dans le fil de ta présentation, parce qu'après avoir vu la grande histoire avec Elisabeth, ça c'est un récit d'une opération d'aménagement public sur donc la porte des Lilas. Et à cheval sur le 19e et le 20e, je vous montrerai la limite juste après. Donc on se situe ici sur le périphérique en blanc. Et j'avais envie de vous faire vraiment une lecture de tout ce territoire qui a beaucoup, beaucoup évolué depuis maintenant 10 ans. Et puis resituer ça dans le cadre d'un processus qui est assez long, assez complexe, qui fait intervenir de c'est méchant quand personnes. Vous arrivez quand même. Hein. C'est quoi ? C'est méchant quand vous arrivez. Oui, c'est un peu... on est sur un périmètre qui est traversé donc par le boulevard périphérique, avec cette l'avenue de Paris, je crois, c'est son nom à l'époque, qui est coupée par ce rond-point, cet échangeur en fait. Qui est quasiment autoroutier, donc la place du piéton dans ce paysage-là est extrêmement faible. Alors on est dans des ambiances comme celle-ci, c'est extrêmement routier. On reconnaît les immeubles parisiens en haut là, de l'image, et cette petite chronologie qui est tirée du site de la CEMAVIP. La CEMAVIP, c'est la société d'économie mixte à qui la ville de Paris a confié le soin de mener à bien ce projet. Et simplement pour rappeler que la mise en place de cette réflexion-là, elle est datée déjà des années 2000, quand un contrat de plan est signé. Et puis le jardin, vous l'avez dit tout à l'heure, a été livré, en tout cas pour la deuxième phase, à l'été 2011. On avait livré une première phase l'année précédente. Voilà. 10 ans. Oui, ouais, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, en fait, pour intervenir sur un périmètre qui est beaucoup plus large que le périmètre d'aménagement
qu'on regardera plus en détail tout à l'heure. C'est un périmètre qui prend tout ce qui est ici coloré et qui donne lieu déjà à un premier choix d'une équipe d'architectes et de paysagistes, donc l'agence LLTR et puis Philippe Hilaire, qui composent, eux, en préalable, des grandes directives d'aménagement urbain pour un secteur qui a donc été défini, qui est à cheval sur Paris et les communes voisines, puisqu'on est voisins du Pré Saint-Gervais, puis des Lilas. Juste ici, en fait, la limite 18-19, elle passe là. On la verra mieux tout à l'heure. Elle est à cheval sur la rue. Et il s'agit de faire couture avec la périphérie. Il y a un enjeu politique, ouais, effectivement, très, très net sur la question de la couture, de l'accrochage entre le bord parisien du périph' et puis les voisins. Enfin, le bord parisien, Paris est en fait installé des deux côtés du périph' à cet endroit-là. Mais enfin, le lien entre Paris et ses Mais voisins. Étienne, quand vous arrivez, vous voyez que le périph' quand même. On voit que le périph', ouais. D'accord. Donc le travail de cette équipe-là est d'établir les grands objectifs d'aménagement. Alors on leur confie notamment le soin d'établir ce qu'on appelle des fiches de l'eau. Donc ils donnent une programmation pour les différents bâtiments qui vont se construire à cet endroit-là. Par exemple, la fiche de l'eau du cinéma qui se construit en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a qui sont passés à côté du chantier. Multiplex, oui. Et puis également la programmation pour des espaces publics qui vont se construire. Et donc là, en l'occurrence, l'espace public qui donnera lieu à un concours avec un secteur pour le cirque, un secteur d'échange de bus, une gare routière, le parvis du cinéma, justement, le cinéma se construisant ici, le rétablissement de l'avenue de Paris, et puis le jardin qui aujourd'hui est baptisé Jardin Gainsbourg. Ça veut dire que tout se faisait en même temps ? Ouais. Tout se fait en même temps. Tout ce qui est là, on va le voir beaucoup plus facilement après. Ouais. Sur le périmètre de la dalle proprement dite, la dalle qui couvre le périphérique, est mis en concours. Donc voilà, c'est quelques données. C'est donc le client étant la ville de Paris, avec les directions de la voirie, du développement, les espaces verts et puis les affaires culturelles, puisqu'il y a un cirque. Là, c'est ma ville dont j'ai parlé juste avant. Et puis c'est un concours sur esquisse avec une maquette. Voilà, 3 mois, 23 équipes, et puis 4 équipes qui font le concours. Ilex, c'est des paysagistes lyonnais. Il, des paysagistes parisiens. Team Zoo, il me semble qu'ils sont un peu, je sais pas trop où d'ailleurs. Et puis nous. Voilà. Alors pour faire le concours, on nous donne un document programme. C'est un document qui est très important parce que c'est ce document-là qui établit un peu le cadre dans lequel le projet doit s'inscrire. C'est un document, en l'occurrence, celui-ci est plutôt bien fait. On n'a pas toujours la chance de travailler avec des documents comme celui-ci. Il est fait notamment par des rencontres entre le maître d'ouvrage, donc le client public, et l'association de riverains, l'association du quartier des Lilas, qui aide à construire ce plan programme. Et donc vous voyez que sur un plan comme celui-ci se définissent déjà un certain nombre par exemple, de points d'entrée dans le jardin qui sont imposés aux concurrents du concours, des cheminements de traversée du jardin qui vont également être imposés, et puis la présence de cirque, de bus, etc., etc. Donc c'est à la fois un plan très schématique, mais qui commence déjà à... 1,5 hectare, c'est ça, hein? L'ensemble là fait 2,5. Là. Non, mais le jardin, et le jardin fait 1,5, ouais, 1,4. Ouais. Voilà. Ça recouvre en fait cette zone qui est en doré. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est le périmètre qui est mis en concours. Donc qui couvre pour une bonne part, qui est à cheval pour une bonne part sur le périphérique. Voilà, donc on produit ce plan projet. C'est également un travail d'équipe avec des architectes, puisqu'il y a des bâtiments dans ce concours, des petits pavillons pour le jardin, la cabane du jardinier, les cabanes du jardin, des toilettes publiques, et puis ici un bâtiment qui est lié à la fonction cirque, donc pour que le cirque puisse ranger du matériel, ce genre de choses. Donc des architectes dans l'équipe, éclairagistes et deux collègues bureaux d'études. Voilà, donc on produit la maquette, les documents, machin. Et puis donc la ville lance sa communication sur l'opération proprement dite. Donc le projet, la construction du projet. Parce que quand le concours est finalement achevé, quand il est remporté, le territoire qui est mis, qui est offert finalement aux candidats, il est celui-ci, c'est-à-dire un périphérique recouvert, mais un territoire qui est encore complètement virtuel, puisque les niveaux de terre sont absents, donc le niveau de l'œil est pas du tout celui qui est le niveau définitif. Il y a une absence complète de végétation, effectivement, sauf les rares secteurs sur lesquels
il y a un morceau de jardin existant qui est ce secteur-là, qui est le jardin de l'habitat ici. Donc voilà le territoire qui est livré en concours, voilà, pour les superpositions. Et vous vous êtes dit, je vais y arriver. Bon, oui, c'est excitant. Hein. On ne pense pas forcément est-ce qu'on va y arriver ou on ne va pas y arriver. On a envie de le faire, ouais, c'est sûr. C'est un lieu qui a cette originalité-là, d'être pas celui qu'on attend. Et oui, puis surtout qui n'est pas celui qu'on vivra plus tard dans sa topographie, dans son rapport à l'espace autour. Pendant le chantier, le lieu est entièrement clos et aucun Parisien n'a eu l'habitude de le traverser. Donc il n'y a vraiment aucune attente. Les gens sont un peu curieux, observent par-dessus la grille, mais c'est un lieu qui est pour le moment absent. C'est vraiment un lieu neuf, quoi. C'est ça qui est étonnant. Donc voilà quelques données sur le projet. Effectivement, 19e, 20e, 1,5 hectare de jardin. Et donc un programme qui regroupe à la fois une création d'un jardin, un rétablissement de l'avenue des Lilas, donc à la place du rond-point que vous avez vu tout à l'heure, la création de la gare routière, c'est un échange de bus entre les bus parisiens qui font le tour et les bus des communes alentours qui font le tour également. Et puis donc la dalle avec le cirque qui était un cirque existant, c'est le cirque du Grand Céleste, qui en fait habitait à quelques centaines de mètres de là, et donc qui a été intégré à la programmation. Et dont les chapiteaux ont servi de base pendant le programme. Enfin, je sais pas, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais sur le plan programme, les diamètres des chapiteaux sont ceux du cirque existant, donc sont imposés à tous les concurrents. Voilà. Alors quelques principes qui fondent ce projet-là, avec pour commencer le caractère assez historique de sa position, puisqu'en fait le périphérique s'installe sur une autre construction historique, qui est la construction des fortifications, voilà, qu'on retrouve ici sur ces plans, et qui sont finalement pas supprimés il y a si longtemps que ça, puisqu'on en a des images, et qui avaient comme particularité d'être pour les besoins défensifs, un lieu assez dégagé en fait. Alors beaucoup d'usages et de pratiques au pied de ces murailles, et beaucoup de souvenirs qui sont attachés à ça. Et puis ensuite la construction du périphérique, ici la porte de Gentilly en 61, occupe cet espace qui est ouvert. C'est pour des raisons d'ingénierie, c'est beaucoup plus pratique d'attraper cet espace qui est ouvert, et forme ces objets routiers à chacune des portes. Alors ça fonde une des caractéristiques du projet, qui est de vouloir maintenir cette présence historique, cette lecture d'une trace qui est importante à notre avis. C'est l'idée que faire du projet, c'est aussi donner du sens. On parlait tout à l'heure des espaces verts. Je pense que c'est aussi une des différences avec les espaces verts. Enfin, la notion d'espace vert qui est souvent l'idée qu'on a attendue pour choucrouter les choses. Et là, il y a derrière ces questions de dessin une question aussi de transmettre des choses, de donner du sens à la composition. Alors, le projet qu'on verra tout à l'heure est effectivement un projet qui est resté, c'est une volonté, ouvert sur toute transversalement, d'un début à l'autre de la dalle, pour notamment cette raison-là. Il y en aura une autre, on en parlera tout à l'heure, c'est la question de la terre végétale, qui n'est pas forcément avec les épaisseurs qu'on voudrait, mais la trace historique guide notamment cette répartition des masses boisées de part et d'autre de la dalle de couverture. Il y a une autre question qui est fondamentale, qui est perceptible dans les données du concours aussi, probablement que les habitants, en travaillant avec les clients publics, ont dû exprimer cette demande-là. C'est de toute façon une demande qui est exprimée assez largement dans la société. C'est la question de la nature en ville en particulier. Cette photo est prise sur le chantier. C'est la première visite du site qu'on fait avec l'équipe. Et il y a de manière un peu amusante ce morceau de végétation qui essaye de s'accrocher comme il peut dans un lieu qui est déjà en chantier, puisqu'il y a les premiers piquetages qui apparaissent. Il donne le signe, là, le signal. Et il indique qu'il y a une vraie volonté à cet endroit-là d'installer des choses. Alors, on est dans ce contexte-là, des choses que tu as rappelées tout à l'heure, avec l'expo de Clément, Jardin planétaire,
des envies de planter les façades aussi. C'est le travail de Patrick Blanc sur le quai Branly qui est montré là. Et puis, plus généralement, des atlas aussi qui commencent à faire état de la nature à Paris. C'est cette cartographie ici qui, en rouge, fait apparaître les zones de végétation pour la région Île-de-France. Et donc c'est clairement une demande qui est perceptible. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Sur le site, ça s'exprime de manière un peu moins glamour. C'est des champignons un peu qui font un peu ce qu'ils peuvent. Voilà. Ceci dit, c'est déjà un premier signe, quoi. C'est un signe que cette force-là, elle est peut-être aussi un élément qu'on peut tourner à notre avantage dans la construction du jardin. Voilà, c'est finalement envie de te dire que l'idée classique ville dense, Paris en l'occurrence, égale forcément la nature est loin de nous, c'est peut-être faux, et ces ouvrages-là, notamment l'Atlas de la nature à Paris, on donne quelques chiffres qui sont intéressants sur, par exemple, la présence des espèces d'oiseaux qui est loin d'être nulle dans une agglomération comme Paris. Comme Paris, ouais. Alors, autre principe, c'est les questions d'usage. C'est fondamental dans ce métier, évidemment. C'est déjà indiqué par le programme. On sera attentif dans ce projet-là à pouvoir répondre à la question du lien entre Paris et ses voisines par un chemin direct qui est en fait une réponse de projet à une contrainte qui est technique, c'est la contrainte de l'accessibilité. On est en 2005 pendant le concours, c'est déjà une notion qui est récurrente. Je ne sais pas en architecture comment ça se situe à cette époque-là, mais aujourd'hui on s'est évidemment très très fortement inscrit dans tous les textes. À l'époque, ça commence à déjà venir beaucoup, et donc il est demandé à chacun des candidats de prévoir que on passe de Paris au Pré-Saint-Gervais en l'occurrence, sans une marge d'escalier, etc. Ce qui paraît rien quand on est en plan. Après, sur le site, c'est un peu différent puisque on est dans un point qui doit survoler le périph', donc on est sur des constructions en dalles. Ça suppose un peu de dénivelé. On a un peu plus de 13 mètres de dénivelé. 13 mètres en dénivelé nous, on travaille avec des pentes à 4%. Je ne sais pas en architecture si c'est très différent, mais nous, c'est notre norme, et ça fait 320 mètres de long. Bon, bah voilà, ça impose tout de suite d'étirer les choses, quoi. Voilà, exactement. Et puis la question du belvédère, qui sera une question d'usage aussi. On l'a beaucoup défendu. Vous êtes battu pour ça. Beaucoup défendu. Et c'est une question d'usage justement parce que ça sert à rien, et que parfois l'inutile dans un jardin, c'est aussi un point qui curieusement attire beaucoup de monde. Moi, je vous ai dit, Étienne, quand j'ai visité votre jardin, c'est vrai qu'on est attiré. Je veux dire, on se demande où on va, puisque je veux dire, il y a une allée où est-ce qu'elle tombe, et c'est seulement, je veux dire, un balcon sur le périphérique et sur une vue francilienne, et c'est absolument magnifique. Voilà, bon. Oui, c'est un spectacle aussi. On en verra des images tout à l'heure, mais c'est la prise de conscience du lieu sur lequel on est. Ouais. Voilà. Et puis enfin, le dernier principe qui va guider le projet, c'est la question des principes écologiques qu'on peut essayer de mettre en place. Dans notre métier, la question de l'eau pluviale, c'est une question qui revient très très régulièrement. Elle n'est pas si simple en fait à mettre en œuvre. Vous voyez qu'ici, pendant les schémas du concours, la question de l'eau pluviale, elle est pensée comme une mise à profit de toutes les surfaces minéralisées du jardin pour aller remplir un point d'eau qui est au milieu du jardin et qui servira d'arrosage ou pour les besoins en eau du jardin. La réalité va être un peu différente puisque la réglementation ne permet pas d'attraper cette eau de pluie qui est par terre, parce que la ville éventuellement a nettoyé ce sol avant, qui peut rester des produits, et donc un peu de la même manière d'ailleurs quand la construction des bâtiments autorise pas, ou en tout cas pas facilement aujourd'hui, la récupération d'eau pour des toilettes. On n'a pas, nous, la possibilité d'attraper cette eau-là, donc on va servir de l'eau des bâtiments autour, des toitures. On va faire un peu différemment. Bon, voilà, tout ça pour mettre en place les grands éléments du projet. On donne ce plan dans lequel on repère tout ce qu'on vient de voir, donc les cirques, les chapiteaux, le parvis du cinéma, et puis le jardin avec cette ficelle qui commence à être une figure très, très structurante du déplacement et de la composition du jardin.
Voilà, on est sur dalle, il faut le rappeler. Hein, donc le passage des deux périphes extérieur-intérieur, et puis la bretelle de sortie qui est aussi enjambée par le jardin pour ce qui est la sortie périph' intérieure. Très peu de terre, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, parce que c'est aussi un enjeu important du sujet. Voilà, c'est ça qu'on donne au début. Hein. C'est une dalle qui est livrée, étanchée et protégée, donc protection d'étanchéité avec un gravier comme ça. C'est ce qui est le démarrage. Voilà, on attaque, la ficelle elle se met en place, vous commencez à la voir, et les terres végétales commencent à être installées, l'architecture se développe. On voit déjà le belvédère qui s'installe. Voilà, la ficelle prend forme, etc. C'est un travail technique. Ça m'amusait de vous montrer ça parce la thématique c'était la végétation, mais en dessous de la végétation il y a souvent des trucs un peu à se tirer les cheveux quand même. Et donc là c'est le plan du réseau, des réseaux autour du bâtiment des jardiniers qui laisse un peu pantois le chef d'équipe. Et puis tous les aspects de notre métier, quoi, la question des choix des matériaux dans les carrières, la construction des prototypes, la construction d'un escalier, c'est beaucoup d'heures de travail aussi, les essais d'éclairage, etc. Les choix des végétaux en pépinière, évidemment, en Hollande. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'est fini, ça donne ce genre de choses, vue d'un toit, la dalle du cirque, avec la maison du cirque qui est au premier plan, qui est dorée là, et puis les agents de la RATP qui peuvent s'abriter dans ce bâtiment en dessous. La dalle du cirque un peu plus loin, le haut-vent des bus en blanc, voilà, celui-ci. Et puis ensuite le jardin proprement dit, qui au stade de la photo n'est pas complètement fini. En réalité, ça c'est le stade 2010. On n'a pas encore fini ce qui est au-delà de la bretelle de sortie. Autrement dit, ce secteur-là n'est pas ouvert sur la photo. Voilà. Les éléments de jardin, terrain de jeu, les sorties de secours du périphérique, la cabane des jardiniers, et puis surtout ce dénivelé en fait, qui correspond au talus qui permettent aux pieds droits, ça s'appelle les pieds droits, la partie verticale d'un tunnel, aux pieds droits de tenir. Donc ces talus sont techniques, ils sont décrits dès le stade du concours, et surtout on n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que même pour planter un arbre, on enlève de la terre, il faut négocier pour enlever la terre. Le volume en question est pris en compte dans le calcul de la masse qui appuie sur les éléments de mur du tunnel. Voilà, on finit comme ça pour cet aperçu général du jardin. On revoit le périph' sortir sous au bout de la dalle, quoi. Tac. Et le belvédère. Les valeurs d'usage dont on a pu parler à travers les cheminons, donc la ficelle à droite, les différentes aires de jeu, celles-ci sont demandées, et je pense, même j'en suis sûr, parce qu'on en a reparlé après avec les associations de quartier, c'est directement une demande issue d'un travail, d'un groupe de travail avec des habitants qui donnent donc 3 aires de jeu sont demandées au concours, avec des surfaces pour chacune d'elles, et puis des âges pour les enfants qui jouent dessus, qui sont imposés, voilà. Donc les différents enfants. La clôture qui ferme le jardin côté boulevard avenue de Paris, si vous voulez. Je ne sais pas si vous repérez, sinon je peux remettre un plan. Ce qui est là ici, tac, en bas. Donc cette clôture qui est conçue pour être le plus ouverte possible. Et ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure, cet aspect très transversal et cette lecture dans la longueur de la dalle qui fait que la voiture est invitée aussi à être quelque part conscient qu'elle passe une trace historique importante par ces ouvertures de vue à gauche et à droite. Voilà. Voilà. Et puis donc la ficelle au débouché de la bretelle de sortie. Voilà, le belvédère, etc. Donc le belvédère comme lecture à la fois de cet ouvrage, le périphérique, et puis également parce qu'on est sur un des points le plus haut altimétriquement, je crois que c'est le point le plus haut du périphérique, ou en tout cas si c'est le point le plus haut du périphérique pour les voitures, je parle. Et donc la présence de ce belvédère, quand la vue passe entre des immeubles, donne également un point de vue sur hors Paris, ce qui change complètement la donne, parce que sortant du métro Porte des Lilas, on est
on est en prise avec une géographie qui est très très lointaine. C'est tout à fait, c'est plutôt inhabituel depuis un jardin, disons. La question de l'eau, qui donc est concentrée et symbolisée par cette mare, c'est pas l'unique outil pour gérer l'eau de pluie dans le jardin. En fait, toutes les toitures des bâtiments qui ont été construits autour, on a dévié les eaux pour récupérer ces eaux-là. La mare suffirait pas. On a une citerne qui est enterrée. Ceci dit, la mare est là, bon, d'abord pour des questions d'oxygénation de cette eau, mais aussi parce que de manière plus symbolique, elle est l'expression de ce rapport entre le jardin et l'eau à travers, par exemple, des cycles de culture des végétaux qui sont dans la mare, et elle informe de ça. Voilà. Et puis donc ça nous amène à la troisième question, qui est la question du vivant Qu'est-ce qui pousse dans ces lieux-là, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui pousse ou qui vient tout seul aussi, hein, comme les canards qui sont là. Ça, c'est les premiers locataires du jardin qui sont nés dès le premier été, dès la première année de jardin. Voilà. Donc, dans cette question-là, la présence du vivant et la place qu'on lui donne dans le projet du jardin Gainsbourg, il y a au centre de la discussion la question du périph' et finalement de ce milieu un peu particulier. C'est un milieu qui est séchant, c'est un milieu qui est extrêmement venteux. C'était même le spot de Cerf-Volant de Paris avant que le périph' ne soit construit. Moi, on était tombé pendant une réunion sur un très vieux monsieur qui habite là depuis assez longtemps et qui faisait du cerf-volant avant la construction du périph' à cet endroit-là. Et voilà, donc c'est très venteux, c'est pas une petite donnée. Et puis voilà, il y a des indices pollution qui sont un peu supérieurs à la moyenne. Dans ces conditions-là, il y a déjà une flore qui s'installe sur ces bords-là. La carte le rappelle ici. On arrive à lire simplement en détectant la végétation à Paris, on arrive à lire la présence du périph'. Signe que, en étant plutôt un lieu de très très forte concentration de voitures, je crois, enfin, on est dans les taux de circulation les plus forts en Europe sur une voirie comme le périph'. On arrive quand même à développer autour, sur les franges. Donc, alors là, on est vraiment sur des questions de délaissés, sur des questions de terrains hostiles, des terrains qui n'ont pas été spécialement prévus pour réceptionner pour accueillir la végétation, etc. Donc, il y a bien un développement d'une flore sur ces secteurs-là. Qui est résistante et qui finalement compose un cortège floristique en fonction des conditions du milieu. C'est-à-dire un botaniste va être capable de faire apparaître que sur des secteurs plus ombrés du périph', on a plutôt des gammes végétales adaptées sur des secteurs séchants, etc. On en a d'autres selon les épaisseurs de terre, etc. Voilà, donc ça donne lieu d'abord à un premier travail qui est un travail sur la gamme végétale, sur la liste, qui pour une bonne part, met en œuvre des espèces qui n'ont pas habituellement bonne presse dans les jardins. C'est quoi ? Je pense que quand on propose au service espace vert de mettre en œuvre, par exemple, des robiniers, bon, ça ils trouvent un peu, ils froncent un peu les sourcils, quoi. Il y a l'idée que un certain nombre de plantes de la liste sont des plantes réputées capables de se ressemer, voire limite un peu invasives, enfin un petit peu agressives en tout cas vis-à-vis des concurrentes. Nous, ça nous intéressait parce que à l'extrême, le projet, quand on en discutait au stade du concours, à l'extrême, le projet, il a été à un moment donné de mettre en place la terre végétale et de mettre un panneau. Dans 20 ans, il y aura un jardin, quoi. Tout va se faire tout seul. C'est l'observation par tout le monde de ce que devient un terrain quand on lui laisse le temps d'accueillir une flore qui va venir parce que le périph' est un lieu venteux, donc ça va favoriser des espèces avec une dissémination liée au vent, etc. Donc tout ce process de colonisation par les plantes, je trouve assez fabuleux. Et en soi, ça aurait pu faire un projet. C'est évidemment pas défendable. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça devient assez vite une piste qui est écartée. Ceci dit, on essaye quand même de maintenir un petit quelque chose de ça en se disant d'abord que c'est l'objet de cette liste. On met en œuvre un certain nombre d'espèces qui auraient pu. On gagne du temps, quoi. On prend des espèces qui
à l'évidence seraient venus parce qu'on les observe à côté. Et puis on met en place dans la gestion du jardin avec les jardiniers une habitude de sélection des plantes qui s'installent toutes seules. On en reparlera un petit peu après, parce que l'idée étant que le jardin aujourd'hui a un visage, la culture de ce jardin peut le faire évoluer vers quelque chose qui correspondrait plus à un processus de colonisation. Donc il y a quelque chose qui s'invente là quand même. Il y a quelque chose qui se met en place. On pose des composants, on glisse quelques ingrédients et on discute avec les jardiniers sur la possibilité de chaque année observer des choses qui sont venues, qui éventuellement ont de l'intérêt ou en ont moins, et de prendre ensemble la décision. Donc ça donne lieu à une journée chaque année pour faire cette visite-là et prendre ces décisions-là. Ouais. Voilà. Alors, on prolonge l'existence. C'est le seul endroit où on a un petit peu d'arbres. Alors, c'est un lieu très sensible, évidemment. Commencer un projet de jardin en proposant d'enlever les 3 arbres qu'il y a seulement sur le site, c'est pas facile à défendre. Les arbres ont beau être soit pas spécialement intéressants. Enfin, en même temps, en proposant une liste de végétaux qui habituellement sont supprimés de tous les jardins, on a du mal à défendre aussi ça. Donc, soit malades. Dans les deux, difficile quand même. Dans les deux cas, il faut essayer quand même de les sauver. Donc, il y a un constat phytosanitaire sur ces éléments-là, et on en garde le plus possible, voire même. Pour ce vieux cornouiller, il était donné pour être coupé, puis au dernier moment sur le chantier. Il a l'air d'avoir souffert de la tempête, lui. Hein. Comment ? Il est un peu penché. Quoi. Ouais, il est un petit peu pensé. On le pensait plus malade que ça. Et puis bon, pendant le chantier, il est reparti. Alors on l'a gardé au milieu du chemin. Voilà, ce sera le cornouiller du chemin. Il vous reste 3 minutes, Étienne. Oh, je suis presque au bout. Voilà, la question des ressources et de l'entretien, ça concerne d'abord la question de la terre végétale. Je remets la coupe du jardin sur le périph'. La dalle, elle a une capacité à supporter 1,50 m de terre, mais la dalle, vous l'avez vu sur la coupe tout en longueur, on le revoit un petit peu ici, en fait, elle est pas quelque chose de plan, ce qui fait que si on suit sur 1,50 m, on commence à avoir une topographie dans le jardin qui est pas forcément quelque chose qui nous intéressait. Et donc, assez rapidement, comme quand on commence à affiner un peu les choses, on peut se retrouver sur des secteurs où on a même du mal à installer du gazon. On passe en dessous de la cote 30 cm de terre. Ça justifie notamment... ça fait revenir à la question de cette ouverture de la partie de dalle, la vision finalement assez dégagée de l'axe de la dalle, qui est aussi logique quand on considère que planter des secteurs qui ne donnent pas les conditions pour lesquelles les végétaux se développent, c'est pas non plus une démarche finalement de construction d'un jardin, parce que le jardin c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, on n'a pas les conditions qui sont requises. Question d'entretien avec les pelouses, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un sujet sur lequel la ville est obligée de communiquer beaucoup, parce que c'est un sujet très sensible vis-à-vis des habitants. On met en place différents types de gestion des surfaces engazonnées. Alors, il y a plusieurs objets. D'abord, il y a la question de fabriquer à certains endroits des secteurs qui seront plus apparentés à de la prairie, parce qu'en termes de cortège floristique, c'est beaucoup plus riche. On établit des listes sur des parcelles comme celle-ci. C'est des listes qui balayent un spectre beaucoup plus large de végétation. Ça demande par contre un entretien un peu différent. Enfin, tout le monde a vu le cycle d'une prairie. C'est moins de fauche. Et donc ça forcément, ça réclame de tolérer que la végétation passe par des moments de mort, quoi. C'est de la végétation qui se couche en automne, c'est de la végétation qui brunit, c'est de la végétation qui est humide, etc. Donc c'est parfois perçu comme sale. Et donc ça c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup communiquer, quoi. Parce que on a les échos des villes qui reçoivent des coups de téléphone du public qui trouvent qu'il faut intervenir, quoi. Il faut vite couper ça devient complètement n'importe quoi. Que font les jardiniers, quoi. Et puis l'envie de supprimer l'arrosage automatique du jardin. Il n'y a pas d'arrosage dans le jardin, c'est pas exceptionnel, hein. La plupart des jardins maintenant c'est le cas, sabrent ce poste-là. C'est un vrai sujet d'économie, parce que comme partout on cherche il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et puis dans l'entretien également, c'est aussi un sujet d'économie, parce que l'arrosage des jardins, encore aujourd'hui, pour une ville comme Paris, c'est beaucoup d'arrosage avec le réseau d'eau potable.
Et ce qui en soi c'est un peu étonnant, quoi. Alors ne pas arroser, ça suppose de gérer un peu différemment les pelouses, avec la possibilité notamment d'en faire dormir certaines, et donc sur le cycle d'un été, on n'a pas 100% des pelouses qui sont accessibles de manière à faire des cycles de rotation, etc. Et puis le dernier point, c'est la tonte. Tout bêtement, on tonte de 3 cm de plus une pelouse, et on constate tout de suite que les besoins en eau de ce carré de pelouse sont très différents, quoi. C'est une pelouse qui souffre moins de la sécheresse en été, parce que le sol est moins exposé à l'ensoleillement, et donc on a une captation de l'eau qui est moins forte. Et puis donc la gestion de l'eau à travers cette mare, qui permet de venir ponctuellement aider à l'arrosage de quelque chose, et puis qui permet d'arroser les jardins familiaux, puisqu'il y a un programme de jardins familiaux, j'en ai pas encore parlé, mais on verra des images après. Voilà. Et puis enfin la question à notre sens de permettre de faire se côtoyer les visiteurs et la végétation le plus possible, quoi. Permettre que justement des failles existent, et qu'à certains endroits des choses se glissent, et surtout pas leur sauter dessus avec un fil ou un chalumeau, comme ça se fait parfois, pour les supprimer, quoi. Voilà. Et donc les jardins familiaux, les jardins potagers qui composent toute une ligne du jardin, qui donc une demande évidemment des riverains, bien sûr. Voilà, la ficelle, la dame à droite qui redescend la ficelle. Voilà, la prairie. Et puis le dernier point, et après j'ai fini, c'est la question justement comment on fait en sorte que le jardin se prête à l'arrivée spontanée de végétaux. Ça passe par une discussion avec les jardiniers, effectivement, pour que la gestion d'un jardin comme ça soit pas une gestion trop agressive sur des plantes qui se permettraient d'intervenir dans tout ça. Alors il y a une gestion un peu plus fine, et puis on le voit ici à travers les roseaux qui sont basés. Et puis il y a la question de ce mur qui est présent dès le concours, parce que quand on permet à un chemin de descendre une pente, il y a bien souvent des talutages et des soutènements de terre. Le mur est présent très tôt et nous pose question. Et puis on se dit que finalement il peut peut-être devenir une sorte l'expression de la place qu'on donne à la nature dans un lieu comme celui-là. C'est-à-dire que de la même manière, on en avait parlé en préparant cette réunion, de la même manière que les villes révisent un peu leur politique sur l'entretien des pieds d'arbres. C'est idiot, hein, mais enfin, un pied d'arbre en ville, ça a jusqu'à une époque récente, enfin en tout cas en France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, ça a toujours fait l'objet plutôt d'un entretien assez raide, de manière à ce que il n'y ait pas un cheveu qui dépasse, quoi, en gros. Et on revient un peu là-dessus, quoi. On revient là-dessus parce qu'on s'aperçoit que dans certains quartiers, ça fait l'objet de plantations des gens qui habitent à côté de l'arbre, et que ça leur fait bien plaisir d'avoir ce petit bout-là. Et puis bref, c'est de la nature qui dépasse un petit peu par les différents trous qu'elle trouve pour percer cette plaque urbaine. Oui. Voilà. Qui s'infiltre. Et un peu comme l'image elle était marrante, l'image de cette toiture milanaise là, qui est colonisée, parce que c'est pas volontaire. Oui. Le mur ici, ce mur-là en particulier, c'est pas un mur qui tient la terre directement. Il y en a un second derrière lui qui est caché, du coup, qui tient vertical, qui tient la terre. Et puis celui-ci, le parement, finalement, c'est un béton raté. Normalement, un béton comme ça, c'est refusé à une entreprise. C'est un béton qui est appauvri en fine et en eau. Et donc, il sort avec énormément de cavités comme ça. Et donc, le process, l'évolution d'un mur comme celui-ci, c'est d'être finalement un réceptacle. C'est le jardin initial qu'on aurait voulu livrer avec sa terre nue, et puis les plantes viennent toutes seules. Ce mur, il est un réceptacle. Alors, pour le coup, on n'y a rien mis. Ça nous tardait un peu de voir des choses, on y a glissé quelques mousses. Et alors ? Mais il y en a beaucoup dans les forêts près en Franche-Comté. Mais alors, elles tiennent selon parce que nous, évidemment, on fait ça un peu comme ça. Après une réunion de chantier, on glisse de la mousse, ça, on est content.
toutes les faces sud, elles crèvent tout de suite, quoi. Hop, l'année après, il n'y en a pas une qui repart. Et puis et donc, on commence déjà à voir qu'il y a des situations qui se. Par contre, les graminées, on les voit plus vite apparaître sur des faces sud. Enfin, il y a déjà des spécificités qui s'installent. Ça, c'est intéressant parce que on est clairement dans une colonisation et des plantes qui s'installent en fonction, bêtement, de la courbure de la ficelle et donc de l'exposition. D'une exposition. Donc, ça veut dire un mur qui sèche plus ou moins vite dans la journée, qui reçoit plus ou moins de soleil évidemment, et donc on a des plantes qui peuvent ou pas s'installer facilement à tel endroit ou à tel autre. Et un clin d'œil donc au mur de Vauban, la photo est pas très belle. Je l'ai prise ce matin parce que je trouvais pas de belles photos sur internet. Ouais, c'est des fortifs de Besançon. Classés au patrimoine. Donc, c'est un mur qui est, enfin vous connaissez tous, c'est des murs qui sont appareillés comme ceci, hein, quasiment. Les joints entre pierres sont bien plus fins que les bétons qui sont installés ici. Et pourtant, c'est des murs qui se colonisent de manière absolument incroyable. Et puis un dernier clin d'œil pour finir, c'est le jardin. En plus, tu l'as montré, c'est marrant. C'est le jardin de l'agence AA, qui est le jardin de l'abbé Pierre, je crois. Ouais, c'est ça, le jardin des Grands Moulins, rive gauche. Et qui est contemporain complètement du jardin Gainsbourg. On ne se connaît pas spécialement avec l'agence AA, donc on n'en discute pas. Ceci dit, quand on visite leur jardin, à la même époque, ils ont aussi un problème de mur de soutènement et ils vont aussi le régler avec une solution qui permet, alors qui est un peu différente. Ils ont envie d'installer une fontaine qui va couler ensuite dans le jardin et plutôt de faire partir la fontaine directement de là, ils la font partir du haut du mur. Et en coulant sur le mur, elle va installer une végétation aussi. C'est assez amusant de voir que finalement les deux jardins dans le temps sont tout à fait contemporains et abordent cette question-là en se posant à peu près les mêmes questions. Je pense que c'est et un peu avec le même effet, les mêmes résultats. Sauf que oui, là, il y a de l'eau. À terme, oui, à terme. Bon, avec l'eau, ça va accélérer le mouvement. C'est fini, Étienne. C'est symbolique, je pense, je suis très inquiète. Ce rapport avec la nature. On va se laisser enfermer dans la mairie, non ? Non, ça va aller ? Bon, d'accord. Merci beaucoup.